Quand la France rencontre une grande idée, elles font ensemble le tour du monde. Écrivait l'ancien président français François Mitterrand, c'était en 1980, et ceux qui ont succédé à François Mitterrand continuent sur cette même lignée, à savoir des idées, des sommets organisés où bien sûr le monde entier vient se retrouver à Paris et surtout les dirigeants africains se mettent en rang espérant que l'argent va tomber du ciel, que le monde sera donné à Paris parce que chez eux, ils sont convaincus que c'est grâce aux puissances étrangères que l'Afrique va se développer, va améliorer aussi sa gouvernance, va avoir des autoroutes, va avoir des industries, va pouvoir résoudre les problèmes du chômage et pourquoi pas donner la santé à tous comme ils nous le chantaient, santé pour tous en l'an 2000. Sauf que nous sommes en 2023, rien n'est toujours là. Cette fois-ci, les sommets se succèdent, s'enchaînent et les chefs d'État viennent toujours en France pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et bien sûr, en 2019, on parlait déjà du sommet sur le sida, sauf que le sida continue à tuer en Afrique. Bien sûr qu'ils nous ont parlé aussi du sommet de la paix, cette fois-ci qui devait se tenir à Paris après le sommet de Lyon. Eh bien, ils étaient toujours venus, eux tous, se disant que la solution sera encore une fois de l'autre côté. Et cette fois-ci, ils sont venus parce qu'ils ont entendu argent, ah oui, le nouveau pacte financier, le nouveau pacte financier. Ils se sont dit, nous allons ramasser des paquets d'argent et partir avec ça pour que nous puissions vivre dans des hôtels avec nos familles, pour que nous puissions les détourner parce que aujourd'hui, on a compris que avec nous, eh bien, on peut nous donner. Voilà donc un autre sommet qui est organisé à Paris et où les chefs d'État africains sont venus encore écouter les autres parler et proposer, leur dire que nous comprenons vos problèmes. Oui, les problèmes de pollution, on vous comprend. Oui, nous vous comprenons par rapport aux difficultés à vous financer. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Cette fois-ci, tenez-vous tranquille, on va tout rétablir, on va donner à chacun sa part de gâteau. Et puis, cependant, nous devons résoudre un problème que vous avez. Vous avez un problème de surendettement. Vos États sont surendettés. Ce qui signifie que nous devons aussi regarder ça. Et entre-temps, il y a nos partenaires là, les grands sponsors, les ONG, sans pour autant oublier les institutions de Bretton Woods qui sont prêts à vous accompagner dans votre nouveau projet pour que vous transformiez l'Afrique en Eldorado. Bon, asseyons-nous et commençons donc à pouvoir négocier ce nouveau pacte financier. Ceci étant, eh bien, on attend donc, une fois de plus, des promesses creuses, vaseuses, orageuses, voire tout simplement pluvieuses, puisque, en fin de compte, tout comme une bonne pluie, on ne trouvera pas de pluie. On aurait tout juste balayé pour que d'autres saletés viennent s'ajouter. Les sommets s'enchaînent donc et on ne trouve pratiquement rien. Mais pourquoi donc venir à Paris si jamais aujourd'hui on se rend compte que l'Afrique a aussi besoin de financement? Eh bien, on dit tout simplement que parce que nous voulons, nous comprenons la douleur du peuple africain et nous voulons maintenant vous accompagner par rapport au réchauffement climatique, par rapport maintenant au développement durable. De très beaux mots qui, bien sûr, pour celui qui est en Afrique, s'est dit, cette fois-ci les choses vont changer. Mais comme nous sommes tellement habitués, qu'y a-t-il à espérer? Eh bien, des rêves illusoires,
des incantations qui malheureusement manquent d'ambition et ne produisent jamais de solution. Et des chefs d'État africains qui viennent parfois uniquement pour la représentation dans ce sommet de la haute théâtralité dans le Cénacle mondial. Passons donc. Ceci étant, eh bien, l'Afrique aujourd'hui se retrouve donc sur le banc où, justement, elle attend qu'elle puisse être encore beaucoup courtisée. Derrière cela, on voit bel et bien l'Occident qui constate que l'Afrique est en train de partir. Et comme des bébés, il faut les flatter avec des bonbons. Oui, parce que justement, lors de ce qu'on peut appeler le vote des sanctions contre la Russie, nous étions en mars 2022, eh bien, les Occidentaux, ou plutôt le bloc américain, le bloc occidental, avec les États-Unis, la France et tout le Rwanda, ils se sont rendus compte que les Africains avaient décidé de s'écarter, bref, de rester non alignés, de ne plus les suivre comme des petits moutons, se disant, on vous voit d'abord boxer. Eh bien, l'Occident avait constaté que la Russie parvenait à faire des yeux doux à cette Afrique qui, après la Chine, est en train de vouloir cette fois-ci aller encore allaiter chez un autre grand qui lui permet de la croissance, la Russie. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il fallait bien organiser ces sommets-là pour rappeler encore les Africains que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont parmi nous. Et avec nous, nous vous aimons. Comment est-ce que vous ne comprenez pas ça? Autre problème, c'est qu'aujourd'hui, le bloc occidental se retrouve devant la concurrence des BRICS, puisque justement, il y a un sommet qui va se tenir en Afrique à partir du mois d'août, je crois, le 22 au 24 août en Afrique du Sud. Eh bien, le bloc occidental se réveille. Mais où allons-nous? Les BRICS, ça représente plus de 3 milliards 400 millions de la population, lorsqu'on voit les pays qui sont affiliés. C'est-à-dire, c'est actuellement un autre bloc des pays émergents qui est en train de se former avec la Russie d'un côté, l'Inde, et sans pour autant oublier l'Afrique du Sud, ainsi de suite. L'Occident s'est dit, attention, il représente 40% de la population du monde. Et si jamais ces gens s'unissent, d'autant plus que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de courir aussi vers les BRICS, sans pour autant oublier que l'Algérie est en train de courir là-bas, sans oublier que les Émirats arabes sont en train de courir vers ce bloc-là. Et finalement, l'Occident voit son pouvoir d'attraction, de colonisation tomber pratiquement comme une simple neige au soleil. L'Occident veut donc encore contrôler les manettes et veut maintenir les Africains en leur proposant encore des choses qui sont super merveilleuses. Et puis, les Africains, pendant ce temps, sont en train de regarder, est-ce qu'il faut aller à gauche, est-ce qu'il faut aller à droite? Et d'ailleurs, quelle belle idée, en visite en Afrique du Sud, la ministre des Affaires étrangères de la France a d'ailleurs fait une déclaration surprenante, que la France elle-même était prête à participer au forum des BRICS. Alors là, un pauvre qui voudrait, enfin un riche qui voudrait aller dîner avec des pauvres, du jamais vu. Ils étaient dans le G20, ils étaient dans le G7, ils sont dans ceci et cela, décident de tout. Et subitement, ils disent que c'est de gaieté de cœur qu'ils accepteraient une invitation au niveau des BRICS. C'est donc de la géopolitique internationale qui est en train de se jouer actuellement à Paris, avec bien sûr les dirigeants africains comme des simples pions, puisqu'on leur dit une fois de plus que le bonheur viendra d'ailleurs et que surtout il faut regarder aussi les problèmes d'endettement. Parlons-en. Les pays africains aujourd'hui, quand on essaie de regarder, c'est 700 milliards de dettes en tout et pour tout. Tous les pays subsahariens. Et si on ajoute ceux du Maghreb, eh bien, ça peut faire à peu près 1000 milliards de dollars de dettes
Ça, c'est les pays africains. La France qui donne donc maintenant des leçons aux pays africains. Quelle est sa dette? En décembre 2022, la dette de la France s'élevait à 2 950 milliards d'euros. 2 950 milliards d'euros. Ça représente donc 111% du PIB. Les pays occidentaux se réunissent donc pour dire aux pays africains dont la dette s'élève parfois entre 30, 40, voire 50, et même moins du PIB, que attention, chez vous c'est beaucoup plus élevé. Il est vrai que je ne suis pas celui-là qui encourage la dette, puisque d'ailleurs les pays africains ne l'utilisent que pour manger, enfin les dirigeants pour manger, pour détourner et pour construire encore d'autres maisons ou acheter des châteaux au niveau de l'Occident. Mais passons, quand on voit donc au niveau de l'Union européenne, la France, comme j'ai dit, qui est la grande prêtresse, est à 111%, sans oublier que par exemple la Grèce a un taux d'endettement qui est quand même à 173% du PIB. Quand on regarde l'endettement de l'Italie, il est à 144% du PIB. Quand on regarde l'endettement de l'Espagne, il est à 136% du PIB. Mais ces pays-là, non, ce sont des modèles. Aujourd'hui donc, l'Afrique, comme d'habitude avec ses dirigeants, est bel et bien venue au sommet pour écouter les belles leçons d'économie, les belles leçons de développement, les belles leçons de l'environnement, les belles leçons ainsi de suite. Et en fin de compte, l'Afrique, une fois de plus, ne pourra jamais se développer de façon autonome. Elle attendra toujours que les autres décident à sa place et elle ne sera jamais respectée. Et justement, lorsqu'on voit ce qui se passe pour ce sommet, qui se tient quand même au niveau de la Bourse de Paris, un endroit exigu, qui a été choisi justement par Paris, parce que la France est convaincue que les nouveaux Africains, ou la jeunesse africaine, en a ras-le-bol de se faire téléguider. Et c'est ainsi que les diasporas vent debout ont décidé de saboter cet événement, de manifester contre leurs dirigeants qui, faut-il le dire, sont considérés comme les sous-préfets, voire les gestionnaires de comptoirs coloniaux de la France. Ainsi, on peut voir que les chefs d'État africains, non seulement sont obligés de loger dans des endroits cachés, mais sont poursuivis par des combattants. Oui, Macky Sall, qui était hier encore une sorte de miroir de la démocratie parce qu'il dirigeait le Sénégal. Aujourd'hui, il vit comme une souris à Paris parce que les combattants sénégalais sont en train de le chercher un peu partout. On ne sait pas s'il est sous le lit ou s'il est monté sur le toit ou il s'est réfugié n'importe où. Macky Sall est dans de sales draps. Et oui, d'autant plus que pendant qu'il est à Paris, eh bien, Juan Branco, l'avocat de Sonko, vient de déposer une plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall a des mains sales, a des mains de sang, et est accueilli en France, terre des droits de l'homme, terre de la démocratie, lui qui prend des fusils, ordonne qu'on tire sur des civils, plusieurs morts. Et voilà une plainte qui est donc déposée au tribunal pénal international avec bien évidemment au moins 170 éléments répertoriés dans ce dossier qui risque d'être très très chaud. Et bien sûr aussi, Paris ne pourra pas dire à Macky Sall, ne pars pas. Eh bien, Paris va laisser peut-être que Macky Sall aille aussi comme Ouattara faire le bras de fer pour qu'on continue toujours à avoir tous ces petits dirigeants wagons toujours à leur merci. Que dire finalement de l'autre qu'on nous présentait comme un grand panafricaniste, Touadéra Bangala en colère. Et oui, pour venir, il a fallu qu'il jongle entre la République centrafricaine, le Cameroun, et puis qu'il atterrisse à Bruxelles. Arrivé là-bas, on ne sait pas
s'il a pris le train, on a dit qu'on l'a vu dans un train. Après, on dit que non, il a pris le PEP. C'est-à-dire qu'une voiture clandestine, on ne sait pas. Un chef d'État qui est obligé de parcourir des kilomètres maintenant pour traverser des frontières afin d'arriver à Paris et qui est obligé de jongler avec le consul honoraire de Bruxelles qui cherche bien évidemment à jouer au chat et à la souris avec bien sûr les combattants centrafricains qui aussi sont à la poursuite de cet autre individu dictateur qui veut installer ou bien revisiter une constitution afin que lui également reste là à vie. Le voilà à Paris, qui vient donc chercher l'onction et la protection de la France, qu'il pourtant, lui, il dit combattre. Voilà donc Touadéra à Paris, où on est obligé de donner des fausses adresses. Tantôt, il y a hôtel. Les combattants centrafricains courent là-bas, mais en réalité, il n'est pas là-bas, puisqu'on nous dit qu'il se trouve plutôt au Mangara Hôtel. Ah oui, il est au Mangara Hôtel, selon les dernières informations. Et là-bas, c'est l'un des hôtels les plus chers. Hein. C'est 20 000 euros la nuitée. Donc vous, qui êtes parti là-bas, au Yacht Hôtel, il vous envoie à l'aéroport. Ce n'est pas là-bas où il est. Mais cependant, il sera encore dans un autre hôtel. Certainement le 24. Le 24, cet hôtel-là, c'est Atrium. Ce sera du côté de l'aéroport. Vous voyez comment un chef d'État se met à jongler, se met à faire comme un bandit, à jouer au cache-cache avec sa population et prétend qu'il va recevoir la diaspora justement dans cet hôtel-là. Voilà donc comment est-ce qu'ils sont en train de jouer. Tout comme le vieux Biya, oui, venu copain, venu étant fatigué parce qu'il fallait d'abord que les médecins israéliens arrivent à Yaoundé, qu'on le pompe, qu'on mette toutes sortes d'injections pour qu'il puisse enfin tenir et marcher. Ah oui, Robocop est arrivé à Paris. Il était certainement 19h30, voire 20h, sachant que en arrivant un peu dans la soirée, il va faufiler. On ne saura pas exactement là où il se trouve. Tantôt, il devrait être dans l'hôtel ou presque de quoi de Galles. Et après, on dit non, ça doit plutôt être cette fois-ci. On l'a vu de l'autre côté. On dit oh là 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 là, à l'hôtel Georges V. Finalement, Biya est en train de louer tous les hôtels de Paris. Parce qu'aujourd'hui, cet homme, à 91 ans, n'a pas compris qu'après avoir dirigé un pays pendant 41 ans, et sans résultat, après avoir annoncé, déclaré officiellement qu'on est le meilleur élève de la France, eh bien, le peuple, ou plutôt la diaspora, a compris que cet homme n'était au pouvoir que par la volonté de la France, que par les manœuvres de la France, que par les tromperies et surtout aussi par certains crédits qui lui sont accordés à la va-vite comme ça pour qu'il puisse continuer à rester au pouvoir. Biya donc est arrivé en France et pour ne rien faire, puisque c'est extraordinaire, pour ce sommet où on a au moins 100 chefs d'État et de gouvernement qui doivent intervenir, on a prévu, bien évidemment, 8 tables rondes. Sur cette table ronde, c'est-à-dire qu'il y a des commissions qui ont été faites, qui ont été établies. Biya est parti du Cameroun avec une grande délégation, dont le ministre de l'économie, le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, le ministre de ceci et cela. Mais comment comprendre que Biya, le chef d'État, le plus âgé de l'Afrique, voire du monde, celui qu'on appelle le père, celui qu'on appelle le sage, qu'on ne lui dédie pas un forum, qu'on ne lui dédie pas une commission. Aucun ministre camerounais n'a obtenu une petite portion d'intervention. Qu'est-ce qu'ils sont donc venus faire? Et pourquoi cette humiliation?
Vous vous rendez compte? Hier, il arrive au pouvoir. Le jeune Mahamat Déby. Mais on le retrouve dans une commission. Macky Sall qui a des messages se retrouve dans une commission. Lorsqu'on voit Sassou Nguesso, qui ne connaît pas trop la différence entre O et A, il se retrouve dans une commission. On voit les autres ministres qui sont dans des commissions. Comment se fait-il que pour un forum dont on dit aussi important, et lorsqu'on connaît la place primordiale du Cameroun comme le poumon de l'Afrique centrale, qu'on fasse des discussions, qu'on fasse des négociations, mais que toute la délégation conduite par Paul Biya n'y prenne part, ni soit sollicitée. C'est donc une humiliation qui ne dit pas son nom. Oui, on sait très bien que les combattants, la brigade anti-Sardinar, le Conseil des Camerounais de la diaspora, ont déjà mené la vie dure à Paul Biya, qui, même aujourd'hui, ne peut plus séjourner dans des hôtels comme le Méris. On ne veut plus de lui, parce que tellement on l'a humilié là-bas que c'est là, même quand il sollicite maintenant un hôtel, on lui dit on n'en veut plus. Et même Paris aujourd'hui prend tout simplement Paul Biya pour venir se moquer de lui. Parce que ne pas le voir intervenir dans une telle situation, dans un tel sommet, cela veut dire que aujourd'hui, même ceux qui le considéraient comme un sage savent qu'il n'y a plus rien dans la tête, savent que tout est perdu. Mais aussi, il peut avoir une autre lecture. Mettre le Cameroun aujourd'hui en stand-by dans ce sommet où on parle quand même du nouveau plan financier qui risquerait être adopté. Mais cela signifie tout simplement que ça peut aussi être une sanction. Une sanction par rapport peut-être au comportement des dirigeants camerounais et voire une sanction qui est aussi la réplique de ce que vient de faire le Cameroun. Et oui, n'oubliez pas que la France, qui veut bien sûr jouer à la liberté sexuelle, à la liberté du genre, et aussi à beaucoup d'autres choses, vient de se voir gifler par le gouvernement camerounais en refusant justement que celui qui est le patron celui qui est l'ambassadeur de la cause des LGBT+, qu'il ne puisse pas venir faire sa campagne de promotion au niveau du Cameroun. Or, c'est des valeurs occidentales que souvent, ils imposent aux chefs d'État africains, aux dirigeants africains que vous voulez du pognon? Eh bien, acceptez d'abord ceci. Si vous ne le faites pas, on vous met d'abord au banc des accusés, alors au banc des rebelles. L'État du Cameroun, peut-être aujourd'hui, peut être considéré comme un État rebelle suite à cette situation qui, faut-il le dire, est applaudie partout en Afrique, mais également, il faut se dire que derrière cela, il y aura, pendant ce sommet, les négociations pour que les dirigeants africains puissent lever le pied, puissent fermer l'œil et puissent aussi valider ce qu'ils appellent les valeurs occidentales. C'est justement ces valeurs occidentales que certains Africains, ou plutôt la majorité d'Africains, ne veulent pas. C'est justement aussi cette façon d'imposer sa culture, sa façon de voir et de vouloir déconstruire les mœurs africaines que les Africains, justement, se rebellent, se révoltent et qui a un sentiment anti-français. Bien plus quand la France invite les dictateurs africains qui non seulement multiplient les mandats, volent les élections, tuent les peuples et surtout ne veulent pas partir du pouvoir et continuent juste à liquider tout ce qu'il y a comme matière première, eh bien, tout cela fait de telle sorte que la France, qui, comme l'Occident, était admirée par les Africains,
considéré comme un modèle soit plutôt aujourd'hui vomi. La France ne devrait donc pas tout simplement organiser des sommets pour proposer des choses avec les autres membres, collaborateurs de leur nomenclatura de domination, mais la France, les pays occidentaux doivent désormais aussi écouter les chants de hurlements, les pleurs de ces Africains, de cette nouvelle génération qui veut non seulement la liberté, qui veut être respecté, qui veut garder sa dignité, qui veut garder sa culture, mais qui veut aussi profiter de ses matières premières. L'Afrique en a assez. L'Afrique n'a pas à venir rester au banc. Elle devrait plutôt utiliser sa force motrice au regard des matières premières qu'elle dispose, au regard de ce qui peut, de tout ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'avenir. L'Afrique devrait donc aujourd'hui parler d'une voix ferme, imposer ses idées, imposer sa culture et surtout imposer ses partenariats.